Donc, pour en fait les différentes technologies, ben, c'est sûr que le RGB signifie en fait ben, rouge, bleu, vert. Donc, en fait, c'est les champs de lumière, là, des bandes visibles, là, en fait, du spectre de lumière, donc en fait, qui font les couleurs qu'on voit Ouais, qui dans- font en général. Donc, c'est en fait un terme technique pour désigner donc une caméra standard, qui va voir toutes les couleurs du spectre du visible comme l'œil humain actuellement. exactement. Puis après ça, bon, on a d'autres types de spectres, de bandes de spectres, justement, dans le proche infrarouge, puis dans les lumières bleues. Puis là, ben, Ouais, justement, il y a les c'est ça, ben, capteurs multispectrales, les là. capteurs multispectraux qui vont aller chercher des bandes qui sont non visibles par l'œil humain. Puis ça, ce que ça fait, ben, c'est que ça nous permet d'aller chercher des informations supplémentaires qu'on n'est pas capable de voir dans le RGB. Fait que c'est à ça que ça sert les capteurs multispectraux, là. C'est ça. Puis il y a différents types de capteurs multispectrales. Tu as en fait, mettons, la bande du bleu est séparée de la bande du vert puis de la bande du rouge. Ouais, Puis après ça, tu c'est as. toutes des longueurs d'onde différentes, en C'est fait, qui ça. permettent d'aller chercher de l'information différente, là. C'est ça. Puis là, après ça, ben, tu as aussi même différents types de capteurs là-dedans. Là. Tu as les Ouais. hyperspectrales aussi là, qui vont avoir des bandes là, beaucoup plus Ou est-ce que tu larges. Là. es capable d'aller encore plus précisément dans certaines longueurs d'onde, Ouais, effectivement, les c'est ça. hyperspectrales, là. Ça, c'est des capteurs qui sont encore plus coûteux, qui sont pour des applications encore plus précises, là. Mhm. Mais effectivement, il y a ça aussi. Puis après ça, ben, le LIDAR, c'est vraiment une techno un petit peu différente des deux autres parce que là, c'est pas en fait la lumière qu'on va essayer de chercher. Là. Tu sais, comme dans le sens où est-ce que la caméra, bon, on va voir ce qu'on va voir. Mm. Dans le cas du LIDAR, c'est vraiment en fait des impulsions laser invisibles là, qui sont projetées. Je pense qu'ils sont aussi dans la bande spectrale, là, quelque part là-dedans. Là. Mm. Mais le point, c'est que les impulsions laser, en fait, correspondent à donc des coordonnées GPS au moment où est-ce que le laser va, Ouais. va Selon toucher selon le retour, ça va toucher l'objet, ça va revenir au capteur. Puis ensuite de ça, le capteur est capable d'attribuer une coordonnée X, Y, Z à ce point-là. par rapport à la distance, puis le temps que ça Exactement, a c'est pris ça, entre exact. l'information est partie, puis elle est revenue au capteur, elle a été recaptée. Là. C'est ça, exact. Ouais, C'est une technologie qui est capable d'aller chercher plusieurs millions de points à la seconde, ce qui fait que ça peut donner des nuages de points vraiment très denses. c'est ça. Fait que ça peut être vraiment intéressant pour certaines applications, là. Puis là, ben, tu as tout l'enjeu aussi des retours là, qui est un Ouais, petit peu différent dans le cadre du LIDAR. Donc, c'est pas juste c'est ça. le premier objet qui va être touché par le rayon, mais c'est que quand il va arriver puis il va toucher un objet, si l'objet n'est pas solide, 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 ben, là, il peut peut-être se splitter en plusieurs. Effectivement, si on pense par exemple à un arbre, le laser va arriver, va toucher une feuille, va se diviser, va toucher une autre feuille, va se rediviser, jusqu'à ce que ça touche le sol. Ça dépend toujours du nombre de retours que le capteur offre. Par exemple, la Zenmuse L2 qui offre 5 retours, fait Ouais. que le pulse peut se diviser jusqu'à 5 fois. Fait que ça peut vraiment donner des résultats intéressants là, quand on va aller chercher la topographie, justement, là. Ouais, c'est ça. Normalement, on essaierait avec les lidars, donc c'est ça le but aussi du capteur, là, c'est finalement d'aller pénétrer sous la végétation, donc c'est ce que ça permet de faire. Fait que, Euh, ben, je pense que pour répondre à la question, il faut un petit peu revenir sur ce qu'on a parlé rapidement tantôt par rapport à la méthode, en fait, de contre-validation, en fait, des données. Fait que, tu sais, on parlait tantôt que, bon, les GPS internes du drone nous permettent donc de positionner le drone au moment où est-ce que la photo ou l'information LIDAR a été captée. Donc ça, c'est un facteur numéro un. Mais après ça, ben là, il y a toute la correction de cette position-là ouais. qui est importante. Puis là, Seb, Ben, justement, il y a deux types de méthodes. c'est Là. ça. On peut y aller au niveau du RTK où est-ce qu'on a une correction en temps réel pendant la collecte de données. En fait, il y a une base au sol. Ça peut Ouais, être par exemple une RTK 3, une base Leica, peu importe. Une base au sol, puis il y a le drone en vol, puis il y a le mouvement des satellites dans le ciel. c'est Avec ça. ça, on fait une triangulation. Puis en temps réel, les images ou le LIDAR va être corrigé, son positionnement va être corrigé en temps réel, ce qui veut dire qu'on va être géoréférencé en temps réel. La deuxième option, c'est le PPK, où est-ce que, en fait, il va y avoir une base au sol avec le drone en vol, mais ils ne communiqueront pas ensemble. C'est ça. Les données vont être corrigées en post-traitement. Fait Exact. que ça, c'est le PPK qu'on appelle. Fait que, tu sais, toutes ces méthodes-là nous permettent de, bien évidemment, corriger la position du drone. Avoir une Fait que ça, c'est bonne... c'est une bonne précision, mais maintenant,
pour géoréférencer le tout, ça nous prend quand même aussi des points de contrôle à certains égards pour venir positionner en Non, fait ben, notre modèle. en fait, le RTK puis le PPK va te permettre d'être déjà géoréférencé, mais ce que tu peux faire après, c'est apporter une vérification additionnelle en mettant des cibles au sol qui ont été relevées, par exemple, avec un GPS d'arpentage. Fait que là, tu vas pouvoir venir vérifier tes données traitées avec tes cibles au sol. Tu vas dire, ah, OK, j'étais bien géoréférencé, c'est parfait. Fait que là, ça, c'est une sécurité additionnelle. Là. C'est ça. C'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les deux méthodes en symbiose Ouais. pour s'assurer d'avoir toujours un fallback méthode parce que c'est sûr que le RTK, étant donné qu'il doit être en communication constante avec le drone, il y a des obstacles qui pourraient justement faire où est-ce que le signal se perd. On puis là, n'est jamais à perd l'abri des pertes de liens, de connexion. C'est ça. Fait que dans ce cas-ci, si jamais justement on a perdu le signal en temps réel avec le drone, on peut toujours fallback, extraire le fichier Rhinex de notre DRTK3 par Ouais. exemple, puis essayer de le faire en PPK. Ouais. Puis pour se revalider, ben là on a nos points de contrôle si on les a relevés, qui vont être comme notre dernière ligne de défense C'est ça. pour valider que notre tout était très précis. C'est toujours mieux d'avoir plus de méthodes de vérification de sécurité que d'en avoir moins. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Exact. Ouais, ben ça, en fait, ça dépend de c'est quoi le type de données. Si on parle du RGB, nous, chez Drone Expert, on utilise la suite de logiciels Pix4D. Ouais, effectivement. Pix4D Matic en particulier pour traiter la photogrammétrie. Tu voulais ajouter? Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, en RGB, il y a plein de logiciels sur le marché, bien sûr. Pix4D est un des logiciels qui ça fait le plus longtemps, en fait, qui est sur le marché. C'est un des tops. On avait Pix4D Mapper, qui a été longuement comme un des logiciels principal de photogrammétrie. Fait que c'est sûr que là, Pix4D Mapper, ça fait un petit peu vieillot. Là, fait qu'ils se sont fait une nouvelle beauté avec Pix4D Matic, puis ça va quand même très bien. Maintenant, il y a aussi DJI Terra qui est capable de faire de la reconstruction visuelle. Qui est très performant aussi. De plus en plus performant. Je vous dirais qu'il y a une couple d'années, on le trouvait un petit peu plus so-so, mais il continue à itérer sur ce logiciel-là. Moi, ce que j'aime beaucoup de DJI Terra, puis on l'a vu avec nos tests dernièrement, c'est la modélisation 3D. Qui très impressionnant. Surclasse complètement Pix4D, selon moi. Ouais. Fait que ça, c'est très intéressant aussi pour DJI Terra. C'est ça, il faut que votre logiciel, en fait, soit capable d'avoir la banque d'informations sur les capteurs, puis bon, soit capable de faire l'aérotriangulation pour être capable de reconstruire les orthomosaïques. Après ça, les autres livrables qu'on va être capable de faire avec ça, avec les logiciels, ben, ça va être avec la photogrammétrie, donc le RGB, on va être capable de générer des géotifs, des nuages de points. Des nuages de points, modèle numérique de surface. C'est ça. C'est les livrables traditionnels de la photogrammétrie. Puis après ça, du côté LIDAR, on aurait dans le fond plus de suites de logiciels un petit peu différentes. Ouais, ben là, il y a plusieurs logiciels sur le marché. Nous autres, chez Drone Expert, on utilise LIDAR 360 de Green Valley. Fait que c'est un logiciel qui est vraiment polyvalent là, pour aller chercher plusieurs types de livrables à partir d'un relevé LIDAR. On peut faire notamment de la classification de points, aller chercher des modèles numériques de terrain, faire du calcul de volume, plusieurs possibilités avec LIDAR 360. Non, c'est vraiment un software qui est très complet. Ça reste qu'avec l'utilisation du DJI Zenmuse L1 ou L2, on a quand même un peu... C'est pas une obligation, mais dans le sens où est-ce que, justement, Green Valley, on pourrait, avec le LIDAR 360, directement prendre les raw data puis les traiter directement dans LIDAR 360. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même un avantage à utiliser DJI Terra, notamment au niveau de la rapidité de traitement de ces données-là. C'est plus... Donc, il y a toujours une étape de pré-traitement avec les Zenmuse L1 et L2 qu'on est comme obligé de faire. Là. Ouais, c'est que dans le fond, la Zenmuse L1 et L2 produisent un fichier brut LIDAR qui est illisible par n'importe quel logiciel. Ce qui fait qu'il faut aller retirer, il faut importer ça dans le DJI Terra pour que lui exporte ça en LAS, par exemple, un format qui est très populaire dans les nuages de points. Puis après ça, on peut passer dans d'autres suites logicielles comme LIDAR 360, comme on parle. Ils peuvent en avoir plusieurs. C'est sûr que, bien sûr, il faut toujours s'organiser de se faire un checklist quand on pilote en drone parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, notamment au niveau de la sécurité. Fait que ça, c'est juste, mettons, si mettons qu'on met 2 cases, là, on aurait sécurité aérienne, puis bon,
livrable opérationnel. Ouais. Du côté de la sécurité aérienne, bien sûr, il pourrait y avoir plein d'erreurs tout le temps. Là, bon, c'est sûr que les formations avancées, notamment, puis notre accompagnement va pouvoir vous donner un petit peu Bien les se cartes de préparer. comment bien se préparer de ce côté-là. Fait que, aller valider toujours là, notre carte aéronautique, s'assurer qu'on est dans les zones, tout ça. Mais après ça, quand on a bien compris le côté sécurité aérienne, ben, tout, du côté opérationnel, Quelque il chose peut qui se passer plein est. d'affaires. Juste faire une petite parenthèse, quelque chose qui est souvent négligé aussi, c'est l'indice KP, que c'est pas tout le monde qui connaît. Ouais. C'est un indice au niveau des tempêtes solaires où est-ce ça peut affecter la communication avec les satellites dans le ciel. Puis ça a un lien direct sur la précision absolue de nos données. Ouais. Quelque chose qui est très important à regarder. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on voit. Mais pas juste au niveau des données, mais même comportement du drone. Là. Je veux dire, Ouais. si l'indice KP est trop élevé, en fait, le drone pourrait penser que, tu sais, mettons, parce que là, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui arrive, c'est que les GPS qui donnent la position au drone pour se positionner dans l'espace, bien là, m'amener l'information Divague, puis divague, puis le là, le drone drone pourrait penser qu'il est supposé être 10 comprend pas. mètres de Ouais. l'autre côté, puis s'en aller se promener Ouais. où est-ce qu'il n'est pas censé, là. Très important de savoir où est-ce qu'on s'en va avant d'aller sur le terrain. Là. C'est ça. Fait que pour revenir à ça, c'est important de se faire un checklist, justement, de rajouter l'enjeu d'indices KP, bien sûr de l'enjeu de météo aussi, parce que, tu sais, une erreur, ça pourrait être juste en fait, de piloter dans des conditions qui sont pas optimales. On parle beaucoup en photogrammétrie, euh, la condition lumineuse d'opération est très importante. T'sais, si on a une journée trop ensoleillée, mais avec des gros nuages, alors une journée couverte finalement, là, ben, en fait, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va faire notre vol, si on a des changements de luminosité, parce que par exemple, un nuage passe devant le soleil au-dessus de notre terrain, ben, on va avoir en fait des problèmes à l'assemblage. Effectivement, mais heureusement, avec la qualité des capteurs aujourd'hui, C'est un peu moins pire. ils s'adaptent très très rapidement aux conditions ambiantes, ce qui fait qu'ils vont ajuster l'ouverture, la pénétration de la lumière dans le capteur, dans la lentille, fait que ça va s'ajuster très rapidement aux conditions. Mais oui, c'est un bon point. Ben, c'est ça, c'est des erreurs qu'on pourrait faire, qu'on peut éviter. Maintenant, du côté même de l'utilisation du lidar, je veux dire, c'est aussi simple que il ne faudrait pas opérer quand on a de la pluie ou ce genre de Du choses-là. brouillard, Du brouillard, des parce particules dans l'air, une neige très fine, le lidar va le capter. Vous allez c'est le ça, voir dans même la votre... poussière à certains La égards. poussière, Là, absolument, ouais. sur une carrière, ça peut être, assez Ouais. commun. Là. Fait Ouais. qu'il faut quasiment arrêter un petit peu, dire aux camions qui se promènent sur le site, s'ils peuvent arrêter le temps qu'on fait le relevé, là, ça va Ouais. permettre de ne pas lever la poussière qui sera captée par le capteur. Fait qu'il y a plusieurs paramètres comme ça qu'on peut se mettre dans une checklist de valider nos informations. Bien sûr, on parlait tantôt donc ben, tous nos équipements, la RTK, oublier des cartes SD. Bon, il y a plein de choses. Là. Mais je dirais que les erreurs majeures, ça serait ceux-là, l'indice KP puis les conditions optimales pour les relever. Juste au niveau du plan de vol, Ouais. autant photogrammétrie que lidar, s'assurer qu'on a des bons paramètres de vol au niveau du chevauchement, de la hauteur, tout Même ça. la vitesse en La lidar. vitesse du Je drone, veux dire, ouais. c'est surtout en lidar, c'est très important la vitesse. Puis même en photogrammétrie aussi, à la limite. Là, mais Ouais. bon, les drones DJI sont quand même Ça, bien parce qu'ils vont nous donner des Ils vont specs limiter, ouais. par rapport à notre hauteur, puis tout ça. Fait que même, on se dirait que si on vole à une certaine vitesse en photogrammétrie, en fait, à une certaine hauteur en photogrammétrie, il va nous donner une certaine vitesse maximale qu'on peut parcourir avec le Selon drone. la Puis capacité plus on baisse, puis tout ça, plus le drone automatiquement nous donne une plage de possibilités plus réduite. Là. Fait que ça, c'est quand même bien. Les technos. DJI Pilot 2 nous rend la vie quand même facile pour ça. Mais nous prennent par la main. Là. Oui, mais il faut quand même vérifier. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, effectivement, très important de bien connaître notre machine puis notre techno pour être sûr de maximiser nos résultats. Ben, pour répondre à cette question-là, c'est sûr qu'il faut décortiquer un petit peu nos besoins, bien sûr. Vous pouvez définitivement appeler chez Drone Expert, parler avec notre équipe. Ça va être soit moi ou un de mes collègues, là, justement, de l'équipe des ventes chez Drone Expert. On va pouvoir vous accompagner dans le choix de la bonne technologie pour vous. Ça va définitivement impacter le coût, on pourrait dire, de l'équipement drone. Parce que là, il faut comme un petit peu séparer les différentes trucs pour après ça les refaire en bundle. Donc, bien évidemment, au niveau de l'équipement drone, si on voulait donner, par exemple, un ballpark pour ce qui est de la photogrammétrie, un nouvel équipement comme le DJI Matrice là, avec une station DRTK,
on serait dans les environs d'entre 10 et 12 000 pour l'équipement. Après ça, bien évidemment, on a la formation avancée, formation sur la photogrammétrie. Donc ça, c'est un autre budget là, entre 2 et 5 000 dépendant justement du nombre de pilotes qu'on voudrait former ou du nombre d'heures qu'on a besoin. Sur quel logiciel, tout simplement? Sur quel logiciel également. Puis après ça, bien, on a les logiciels de traitement. Donc là, dépendant aussi de les logiciels qu'on possède déjà. Par exemple, si on a juste besoin de Pixcadématique pour générer les orthomosaïques par drone, puis que nous, le calcul de volume, on peut le faire avec notre autre logiciel, ça va impacter justement quel logiciel qu'on va acheter. Mais mettons qu'on avait à mettre un budget, là, ça serait environ entre 5 et 10 000 pour une licence perpétuelle de logiciel. Donc, ça peut vous donner un estimé pour ce qui est de la photogrammétrie à l'aide du nouveau DJI Matrice 4. Maintenant, c'est sûr que quand on s'en va dans les solutions de LiDAR, bien évidemment, les prix vont différer là, du côté du Matrice. Sébastien, justement, il donne des formations aussi sur ce qui est de Pix 4D. Il va donner aussi des formations pour le LiDAR. Donc, tout dans le fond, moi, dans le fond, je m'occupe un petit peu des formations avec mon collègue Patrick chez Drone Expert. Moi, je m'occupe de ce qui est Pix4D-matique, Pix4D Survey. Je donne aussi des formations sur DJI Terra, autant photogrammétrie que LiDAR. Puis d'ailleurs, pour le LiDAR, moi, je peux vous montrer comment bien traiter vos données de la L2 en passant par DJI Terra puis ensuite par LiDAR 360 pour être sûr d'arriver vraiment à un livrable optimisé. Puis tu sais, pour ce qui est des logiciels, moi, j'ai quand même une certaine expérience en arpentage. Puis ça va faire maintenant 4 ans que je suis chez Drone Expert. Fait que ça fait plusieurs années que je touche dans les systèmes de coordonnées puis toutes ces affaires-là qui sont plus précises là, au niveau des technicalités. Fait que je suis quand même bien préparé là, pour former les gens là-dessus. Parce que chez Drone Expert, on a, oui, les formations préétablies. Donc, dans le fond, vous avez vous achetez un nouveau drone, un DJI L2, vous avez, on veut vous donner la recette. Moi, j'aime ça appeler la recette de sauce à spaghetti, là, la recette gagnante, mais dans le sens où on vous donne un petit peu notre recette secrète. Ouais. Ben Puis après ça, ça fonctionne. c'est ça. Puis après ça, ben, si vous avez des besoins spécifiques, vous avez des logiciels spécifiques, ou vous avez juste des questions qui sortent un petit peu du curriculum de la formation, bien, Sébastien, avec son expérience, justement, va être capable de y aller sur une formule de banque d'heures. Là. Fait que, c'est carrément, vous prenez une banque d'heures, puis après ça, bien, Sébastien peut vous aider à vous déboguer sur le terrain ou même au traitement. Là. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on fait souvent. Puis même, tu vas aussi des fois aider les gens avec des traitements sur des jobs ils ont un bug. Autant sur la planification de mission, sur le terrain, sur le traitement de données, là, je suis très flexible. Là. Comme je disais, j'ai quand même. Ça fait 4 ans que je suis Drone Expert. J'ai été beaucoup sur le terrain avec tous les drones, tous les capteurs, surtout au niveau de la géomatique. Fait que ouais, je suis quand même habilité là, à vous déboguer si vous avez des problèmes. Fait que c'est ça. Fait que le coût en bout de ligne, ben, ça va dépendre bien évidemment de vos besoins. Ça va dépendre du type de technologie que vous voulez. Ça va dépendre de vos connaissances actuelles. Donc, si vous avez besoin un petit peu plus d'accompagnement ou pas, on a quand même des options très intéressantes. On a des formations très préétablies, mais comme on disait, on a des banques d'heures. Puis après ça, ça va dépendre aussi des types de livrables que vous avez donnés avec les logiciels que vous avez déjà à la portée de main. Mais c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça en termes de coût. Ben, moi je dirais que oui. On a fait justement des tests, nous autres, à l'interne. Puis j'ai eu des précisions, des différences de précision vraiment intéressantes avec notre GPS Leica. J'arrivais en dessous du centimètre en XY, puis environ à 2 cm en Z. Donc en différence XYZ, c'était vraiment intéressant. Là. Fait que pour la différence de prix, je pense que c'est un produit qui est vraiment envisageable. Oui, c'est sûr que ça reste un produit qui est principalement geared pour les utilisations avec les drones, là. Notamment avec la nouvelle série de Matrice 4, ou même, bon, c'est compatible aussi avec d'autres drones. Mais c'est sûr qu'en termes rover pur et dur, pour prendre des points de contrôle au sol, faire des checkpoints aussi, je pense qu'on a quand même une solution très intéressante, comme tu dis. Maintenant, c'est sûr qu'il faut quand même se rappeler que c'est un produit DJI, c'est pas parfait. Il faut modérer nos attentes à certains points. C'est sûr qu'au niveau robustesse peut-être de l'appareil, bon, le carnet, c'est notre cellulaire. C'est pas un carnet typique des marques Trimble Leica. Ils n'ont pas mis de holder non plus pour le cellulaire. J'imagine qu'il y a des solutions 3D print qu'on pourrait utiliser. Là. Probablement. C'est des choses à prendre en considération, comme tu dis. Là. Ouais.
Il y a- Après ça, au niveau des systèmes de coordonnées, tout ça, il y a des ouais, petits tweaks à faire, mais ouais, dans le fond, les systèmes de coordonnées, on peut choisir un système de coordonnées de projection XY. Mais pour ce qui est des géoïdes, c'est pas encore couvert. Je suis convaincu que ça va venir dans une mise à jour future. Il y a ce petit éclat. Sinon, moi, j'ai été surpris aussi au niveau de la canne. Mhm. La qualité de la canne qui se rapproche Ouais. vraiment là, d'une bonne canne d'arpentage. Fait que c'est ça. Il y a des plus, il y a des moins, mais je pense que pour le prix, c'est un très bon Tu prix. sais, quand même, le prix de la DRTK 3 est à peu près la moitié de ce qu'on avait du côté de la DRTK 2. Ouais. On a des fonctionnalités de plus, juste sans parler, mettons, des autres fonctionnalités juste pour le drone. Puis en même temps, ben, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si justement la canne, finalement, tu ne l'aimes pas, ou tu en as déjà une, ou tu as déjà un trépied, ben, c'est tout rendu des grandeurs tu sais, at large, donc disponibles pour. En fait, tu peux prendre un trépied de ton équipement Leica Ouais. ou n'importe quel autre trépied générique que tu as, qui est sur les grosseurs de thread Ouais. traditionnelles d'équipement d'arpentage, puis tu peux prendre la tête des RTK3, l'installer Ouais. là-dessus sans problème. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages d'aller vers cette solution-là. Puis c'est sûr que l'avantage principal, c'est le prix très agressif auquel DJI a réussi à mettre le produit sur le marché. Là. Je parlais avec quelqu'un récemment là, qui me parlait aussi des produits MLID qui sont quand même produits Ouais. assez intéressants, puis pas très dispendieux. Puis le DRTK3, on est à peu près à moitié du prix en C'est général ça. d'un produit MLID. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant. Puis, en bout de ligne, mais comme tu disais, nos findings, c'est que ben, ça fait amplement le travail quand même, malgré le prix des fois qu'ils pourraient nous dire ah, Ouais. ben, c'est un produit de cheapette, ils l'ont vendu pas cher. Non, c'est en fait tout le contraire là, quand même. Fait que, Ouais, puis là, on parle du mode rover, mais en mode base, l'efficacité, elle a déjà été prouvée avec la DRTK2. La ouais, DRTK3, c'est encore mieux. On a une batterie interne qui dure jusqu'à 6 heures. On peut mettre une power bank là-dessus. Ça log du Rhinex si on a besoin de faire un traitement PPK. ouais. Fait que là-dessus, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Donc, c'est ça. Le DRTK3, définitivement pas pire. Approuvé. Ben ça, tout dépend premièrement du capteur qu'on utilise. Est-ce qu'on est en RTK? Est-ce qu'on est en PPK? Est-ce qu'on a une bonne méthodologie? Fait que ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Ben, Euh, c'est quoi la technologie qu'on utilise avec les capteurs, là, je veux dire, en lidar, en photogrammétrie? ouais, ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, il y a tellement de paradigmes sur cette question-là. Ben, c'est sûr que pour répondre à la question, je pense qu'il faut aussi aborder c'est quoi les différents types de précision. Fait que, tu sais, il y a précision relative puis précision absolue. Rapidement, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, précision relative, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui est en lien avec le capteur en tant que tel. Donc, Mhm, selon les specs du capteur, c'est quoi la performance qu'on peut avoir. mhm. Puis précision absolue, c'est vraiment selon le géoréférencement. Donc, selon le système de coordonnées qu'on va utiliser, c'est quoi la précision qu'on va avoir. Là. OK. Puis là, ben, dans le fond, après ça, ben, il faut comprendre les différentes technologies qui sont embarquées sur les drones. Parce que ben, là, ça va. Puis bon, il y a pléthora d'autres paramètres, mais on va commencer par les technologies. Euh, Chaque capteur a sa précision relative. Là. Fait que c'est c'est ça qu'il ça. faut comprendre. C'est ça. Fait que là, mettons qu'on aborde la précision relative sur la Zenmuse P1, par exemple, on pourrait s'attendre à quoi? 3 cm? Ouais, Peut-être un petit peu moins que ça? on est dans le 2-3 cm là, en XYZ. C'est un capteur de 42 mégapixels. C'est ça. Si je ne me trompe pas, Exact. 45 Avec 42 avec une lentille 35 35 mm. mm. Maintenant, c'est sûr que les lentilles peuvent aussi être changées. Bon, ben, C'est il y ça. a plein de paramètres. Là. Puis justement, l'altitude aussi, est-ce que ça a un impact sur Ouais, la ben c'est ça. précision Là. relative? Un coup qu'on connaît bien notre capteur, on connaît ses limitations, ses specs, ben là, ça se transporte sur le terrain où est-ce qu'on va venir optimiser notre précision absolue. Fait que si on a une bonne méthodologie sur le terrain, si on positionne bien notre base RTK sur un point connu, on reste dans une bonne distance de notre base, ben là, on s'assure d'avoir une bonne précision absolue. Fait qu'on vient optimiser vraiment là, la précision totale. C'est ça. Fait que, tu sais, en théorie, effectivement, la précision relative, bon, on dit que c'est 3 cm, mais en bout de ligne, on pourrait peut-être tomber en dessous de ça si justement, on utilise la bonne recette. Puis qu'on. La précision absolue. C'est ça. Pas au la niveau de relative. La Exact, relative, c'est propre, elle reste, ouais, c'est c'est ça, elle propre reste au pareil. capteur. Là. Puis après ça, ben, du côté du lidar, là, ça prend une autre proportion. Là. Du côté du L2 en précision relative, ça dépend aussi là,
Ouais, ben c'est sûr Plein de que paramètres de vol également, là, puis RTK, tout ça. c'est ça. Ben, c'est quand même similaire. Cependant, le lidar, tu vas jouer aussi sur ton altitude de vol. Parce qu'il faut comprendre que le lidar, c'est un pulse qui projette des millions de pulses. En fait, c'est un capteur qui projette des millions de pulses laser Ouais, à la seconde. Plus que tu es bas, plus que ton faisceau va être étroit. Plus que tu es haut, plus que ton faisceau va être élargi. exact. Les points les plus aux extrémités, ça va être eux les moins précis. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a une question de hauteur de vol aussi là-dedans. Ouais, Le hauteur lidar. de vol, puis aussi, bon, tout le reste avec le RTK qu'on avait dit tantôt. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que en bout de ligne, effectivement, c'est quoi la précision qu'on peut s'attendre à atteindre avec un drone? Bon, il y a plein de technos aussi qui existent là, qui vont offrir bon, ils vont dire qu'on va avoir des précisions millimétriques, ça se peut, mais il faut quand même comprendre que le drone, c'est un équipement qui vole. Il y a un GPS intégré. De base, si on n'est pas RTK, le GPS est précis à quelques mètres. Puis là, après ça, il faut comprendre qu'on est capable de réduire cette précision-là. Puis que le capteur embarqué, oui, effectivement, a une précision relative d'annoncer de quelques millimètres, par exemple. Quelques Mais ça centimètres. reste que, ouais, ben, mettons qu'on prend un Regal, par Ouais, exemple, là, si on s'en va ouais. vraiment dans l'extrême, parce que ça existe, monter sur drone, ben, il faut quand même comprendre que le reste des autres paramètres vont influencer justement cette réelle précision-là en bout de ligne qu'on va avoir. Fait que c'est Ouais. pour ça que chez Drone Expert, souvent, on va plus dans la réponse de ben ça va dépendre de plusieurs paramètres. Fait que la réponse claire, là, c'est quoi la précision qu'on peut obtenir avec un drone? Entre 2 à 3 cm, on pourrait, en photogrammétrie, on pourrait là, certifier qu'on va être capable d'obtenir ça. Puis ben c'est ça, pour le LiDAR L2, ben, ce qu'on pourrait avoir en précision, je m'attendrais à du 4 à 5 cm là, en XYZ sans trop de problème. Fait que c'est pour ça qu'il y a une réponse assez longue, il y a une question assez courte, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre plusieurs paramètres là, pour être capable de Ouais. répondre. Ouais, ben moi, j'irais surtout au niveau d'aller chercher de l'information au niveau de la topographie pour les arpenteurs. Ouais. C'est hyper important. Bon, photogrammétrie, c'est sûr qu'on est limité là-dessus parce que, évidemment, on ne veut pas aller chercher de l'information en dessous de la végétation. Mais pour ce qui est du lidar, ben là, on peut vraiment aller soutirer la topographie, le terrain naturel avec ça. Fait que ça, ben après ça, ça peut amener aux différentes applications qui vont servir aux arpenteurs géomètres, par exemple. Ben, tu sais, je peux chime in. Là. Fait que, tu Ouais. sais, dans le fond, ça pourrait être justement pour comprendre, en fait, c'est quoi les zones inondables, ça serait quoi les zones où est-ce qu'on aurait justement Pour des futures des futures constructions. constructions Mm. ou n'importe quoi, en fait, qui nous... où est-ce que c'est important de comprendre la topographie réelle du terrain en dessous de tout ce qui se passe au-dessus, là. Donc, c'est ça. Fait que les technos comme le LiDAR, effectivement, c'est vraiment la techno qui est sur le bout de toutes les lèvres. Ça peut être un Euh, outil vraiment intéressant pour les arpenteurs. Vraiment intéressant. Après ça, c'est sûr que bon, il y a quelques projets également là, de calcul de volume, ce genre de Ouais. choses-là là, qui va être demandé. Donc là, à ce moment-là, tout dépendant du type de terrain qui va être à relever ou en fait le point d'intérêt, si on a de la végétation ou pas, on va pouvoir peut-être plus utiliser de la photogrammétrie dans ces cas-là. Ouais. Donc, de la certification de volume, d'extraction de minéraux, par exemple, dans les mines. Là, on va souvent utiliser des départements d'arpentage pour valider les quantités, ce genre de Ouais. choses-là. Donc, ils vont utiliser des drones. Ouais. Donc, ça, c'est les principales utilisations. C'est sûr que dans chacun des secteurs où est-ce qu'on va avoir besoin, d'en fait, d'exactitude de données qui relatent du terrain puis de la topographie, bien, on va avoir des départements d'arpentage, puis ils vont souvent de plus en plus commencer à s'équiper de drones. Fait qu'il y a plein d'utilisations aussi que les gens développent. Puis, mais c'est vrai que ça reste principalement dans ces principales catégories-là. Ouais. Ben, la question, en fait, est relativement facile à répondre. Les drones qui sont spécialisés pour ce type, en fait, les types de capteurs qu'on veut intégrer, on va avoir des drones qui sont principalement pas des jouets, là, donc les mini-4. Il y a quelques gens qui l'utilisent pour faire des orthomosaïques, là, mais on ne sera pas capable d'avoir de données précises avec ça. Donc, c'est sûr que c'est un drone qui est minimalement au-dessus de 250 grammes. Donc, automatiquement, on tombe dans une catégorie d'appareils qui nous nécessite une licence d'opération de base. Par la suite, bien sûr, là, après ça, ça va dépendre de où est-ce que vous opérez.
Donc, c'est sûr que si vous êtes près des centres urbains, près d'aéroports, ou même, en fait, vous voulez juste être capable de vous déployer un peu partout, on va recommander très fortement d'aller chercher un certificat d'opération avancé pour être capable d'opérer vraiment à travers le Québec sans avoir trop de problèmes là, à faire nos demandes pour aller voler dans ces endroits-là. Bien sûr, il y a eu des nouveaux permis aussi qui sont sortis pour des drones de plus de 25 kg, mais la majorité des appareils qui vont être pour le domaine de l'arpentage, donc il va y avoir des lidars, ce genre de choses-là, on va être dans des technologies qui vont être en dessous du seuil de 25 kg, donc on n'aura pas besoin d'aller chercher le nouveau permis là, qui vient de sortir. Donc, de ce côté-là, ça serait ça la réponse. Ouais, puis si je peux juste rajouter un point, Dave, dans le fond, c'est toujours important selon où est-ce qu'on veut voler avec notre drone, de vérifier sur le site de Navdrone les zones contrôlées autour de nous. Est-ce qu'on a besoin de faire une demande? Le site de Navdrone, c'est vraiment la ressource officielle pour regarder ça puis Ouais, faire absolument. Dans le s'assurer fond, que la carte aussi de Transport Canada. le site de Transport Canada offre une carte aussi. Fait que c'est important de vérifier. Ben, c'est sûr que les drones les plus utilisés en fait en arpentage, ben, on va avoir quelques paramètres en fait qui vont déterminer les meilleurs drones à utiliser. Notamment avoir un équipement qui va avoir un shutter mécanique quand on fait de la photogrammétrie ou à ce moment-là une capacité de soulever des charges comme un lidar ou une autre caméra de photogrammétrie. Fait que c'est sûr que les modèles les plus populaires vont aussi avoir un planificateur de mission, donc principalement DJI Pilot 2 là, qui est vraiment, depuis qu'il est sorti, a amené beaucoup, beaucoup de facilité aux opérateurs pour utiliser ça. Donc, en fait, la liste est assez courte, mais c'est pas mal nos meilleurs vendeurs en général dans le domaine du drone. Donc, le Mavic 3 Enterprise a été longuement, là, depuis les 2 dernières années que l'appareil est sur le marché, a été vraiment l'appareil de prédilection. Faites ses preuves. Vraiment, il a fait ses preuves. Puis ben là, tout récemment, là, au début de l'année 2025, son remplaçant est sorti, donc le Matrice 4 Enterprise. En plus, avec la nouvelle DRTK 3, on a vraiment l'équipement de prédilection en ce moment. Ça se vend très, très bien, puis les gens l'apprécient énormément. Donc ça, c'est sûr que c'est un des appareils les plus hot pour ce type d'opération-là. Il y a aussi le Ben, Matrice. ouais, ben là, aussitôt qu'on veut personnaliser un petit peu plus nos capteurs, on a le Matrice 350 qui est un petit peu plus gros, qui a plus de possibilités. On peut intégrer un capteur de photogrammétrie, un capteur LIDAR, un capteur multispectral. Fait que le Matrice 350 qui est aussi une machine de guerre que j'aime beaucoup Vraiment. personnellement. Ouais, c'est un de mes préférés, moi, tout. Ouais, Il y a aussi, bien sûr, il y a des besoins, bien évidemment, dans certains types d'opérations, d'avoir un appareil qui est un petit peu plus axé sur des grandes distances. Puis, sérieusement, il y a rien de mieux comme appareil qu'un VTOL. Puis, dans la gamme des VTOL, ben, le Wingtra reste quand même le king au-dessus de pas mal tout parce que bon, cet appareil-là a été pensé absolument pour le mapping. Puis en plus, avec l'ajout du LIDAR l'année ouais, passée, on vient vraiment avoir une solution qui est super intéressante, ouais, qui est puis qui est très polyvalente. spécialisée, là, mais qui est très polyvalente aussi. Donc, Ouais. c'est principalement les appareils qu'on va voir le plus dans ces secteurs-là.